Déjà, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints pendant l'appel ou bien avant. C'est bien un plaisir d'échanger sur ce sujet qui me tient un peu à cœur parce que j'ai une entreprise de consultance, Digital House Company, et quand je vois la manière avec laquelle on travaillait il y a 4 ans, 4 ou 5 ans, je me posais parfois la question à savoir, est-ce que au vu de l'avancée de la technologie telle qu'on la connaît aujourd'hui, tout le monde entend parler d'IA. Et je me demandais à l'époque jusqu'où est-ce que l'IA pouvait vraiment aller, parce que nous, on avait à l'époque juste des IA de type discriminative, en fait. Ce sont des IA qui permettent de faire de la classification, en fait. Donc, un exemple, c'est votre chaîne YouTube. Ce que vous voyez sur YouTube, c'est ce que vous aimez. Donc, en réalité, il y a ce qu'on appelle un certain historique qui se crée. Et c'est cette donnée historique qui permet de pouvoir prédire la donnée qu'on peut utiliser. Mais parfois, je me limitais à me dire, bah, est-ce qu'avec cette IA historique, on peut faire des choses hyper concrètes? Mais les applications n'allaient pas jusque-là. Mais il s'avère qu'avec le temps, avec les cours que je donne aux étudiants en UX design, justement ici à Bruxelles, on a fait une session de 3 jours sur IA et UX, ce qui m'a inspiré cet atelier que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, cet atelier, c'est comment créer un MVP grâce à l'IA et aux outils disponibles. Alors, il faut savoir qu'en effet, au-delà de ça, on doit savoir déjà pourquoi est-ce que grâce à l'IA, on parle de MVP aujourd'hui et pourquoi est-ce que ça devient hyper clivant. C'est parce qu'avec le temps, il faut savoir qu'en effet, qu'on parle de MVP, il faut qu'on remette en contexte l'innovation accessible. C'est un terme qui peut être barbare, mais en réalité, tout le monde fait de l'innovation sans se rendre compte. Alors, il y a encore des gens qui vont me dire l'innovation, c'est compliqué, mais en général, aujourd'hui, créer un truc, on n'a pas trop besoin. On aurait eu, en fait, les mêmes ressources d'avant ne sont plus les mêmes. Disons ça comme ça. Le développement accéléré, il y en a qui vont me dire, bah, je développe depuis des années et je peux vous avouer que l'IA fait de la merde. Oui, je suis d'accord, mais je peux quand même dire que ça permet d'ouvrir des perspectives afin de tester des V0 qui ne sont même pas des MVP, même avant des V0. Alors, dans l'objectif de l'atelier aujourd'hui, bah, de nos 1 heure, maxi 1h30, c'est de comprendre déjà le concept d'un MVP de base, c'est de savoir à quoi ça sert. On parle toujours de produit minimum viable, mais qu'est-ce qu'un produit? Quel est le minimum? C'est quoi la viabilité dont on parle? On va essayer de parler de l'IA et du no-code. Donc, il y a le no-code. Le but aussi, c'est de vous parler des outils. Il y a énormément d'outils aujourd'hui et je pense que la majorité de la population entre lambda normale n'a pas conscience de ces outils. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut plutôt repartir de zéro comme on nous a appris, nous faire assister par une IA pour créer quelque chose ou bien l'application concrète sera un exemple. Je vais vous montrer comment on peut, avec du vibe coding, faire un front-end très facilement. Et je vais vous montrer comment je peux connecter ce back-end, ce front-end avec un outil d'automatisation qui va récupérer un webhook. Un webhook, c'est un peu comme une requête en attente. C'est cet outil qui est en attente d'une requête. Et cette requête va arriver et un processus va se faire automatiquement en arrière. Et ce processus, on va le faire avec du no-code encore, via un outil d'agent IA qu'on appelle des N8N. Bah, ce n'est pas un outil d'agent IA de base, c'est un outil d'automatisation. Mais en réalité, on l'utilise pour créer des agents IA. Bah, en fait, le but de la formation, ce n'est pas vous faire un tutoriel. J'ai conçu déjà des modules en avance. Donc, je vais juste les reconnecter et vous allez voir comment ça va marcher. Alors, le but, en fait, c'est aussi comprendre c'est quoi un MVP. Bah, d'habitude, les MVP, c'est d'abord pour avoir des retours d'utilisateurs rapides. J'ai envie que vous compreniez que quand on veut créer un projet, un produit, comme on voit à Dropbox, par exemple, Airbnb et autres, on ne se lance pas tête baissée à développer un Airbnb. Non, on essaie de lancer d'abord une version très light sur laquelle on va tester avec de vrais utilisateurs et ces utilisateurs vont nous permettre d'aller vers des versions plus élaborées. Bah, du coup, l'avantage, c'est quoi donc? C'est de pouvoir gagner en temps parce que chaque fois que vous aurez un produit hyper light à tester, tous les feedbacks des utilisateurs sont précieux pour avoir un produit quand même mieux abouti. C'est quoi donc l'objectif? C'est parce qu'on veut avoir des fonctionnalités essentielles pour démarrer un projet. C'est pour ça qu'on dit minimum viable produit.
Quand on a fait le post de cette annonce, j'ai vu un commentaire qui a dit que non, pour faire un MVP, il faut bien une étude avant, il faut ci, il faut ça. Je ne suis pas d'accord. Bah, je ne suis pas d'accord et je ne suis pas contre. Ça veut dire pour autant que, parce que les choses évoluent, on peut faire ces études-là, mais aussi assister par IA, et on peut aussi ne pas les faire. Donc, ça veut dire que pourquoi un MVP, c'est de tester rapidement. Vous allez tester une application vite fait, voir si ça marche, si les gens ont un intérêt, et se baser dessus pour pouvoir évoluer vers des versions plus améliorées. Beaucoup de boîtes aujourd'hui ont levé des fonds avec des MVP dont vous n'avez même pas idée. Un exemple, Dropbox, qui a levé des fonds avec une vidéo. En effet, ils n'ont même pas créé l'application, mais ils ont eu une vidéo pour démarcher, pour aller pitcher devant des investisseurs. Alors, il faut savoir donc qu'aujourd'hui, à l'ère des IA génératives démocratisées, parce que l'IA, ça existe depuis de belles lurettes, 3 éléments. Il y a le no-code, il y a le low-code, il y a le code. Je vais partager mon écran, je vais vous expliquer. Si je parle de no-code, je pense que la plupart parmi vous ne voient pas peut-être ou bien comprennent, mais si je dis no-code, il faut savoir qu'en fait, c'est ça. Heureusement que Google a déjà son aperçu IA, donc je ne vais pas trop me casser pour les slides. Vous comprenez que c'est bien cette approche qui va permettre de créer des sites web sans avoir besoin d'avoir à implémenter des langages de programmation. La plupart du temps, dans des écoles de formation, on nous apprend à programmer, c'est top, mais c'est bien qu'on ait aussi cette logique de ne pas programmer pour avoir les mêmes résultats. Du coup, il faut savoir qu'en effet, il y a ce qu'on appelle des plateformes no-code, en fait. Et parmi les plateformes no-code, il y en a énormément. Moi, je ne vais pas citer la plupart, mais parmi, on a une plateforme qu'on appelle par exemple Webflow. Vous voyez qu'ici, sur Webflow, on a la capacité, par exemple, de pouvoir créer un site en faisant du drag and drop, mais en ayant ce qui est bien la logique qu'il y a derrière les interfaces, c'est-à-dire le code en HTML et en CSS. Ça, c'est un exemple. Si je vous parle également d'un autre outil qu'on appelle Framer, par exemple, Framer, c'est aussi une plateforme no-code. Alors, ça, c'était le no-code. Maintenant, si je vous parle de ce qu'on appelle le low-code, il faut savoir que le low-code, c'est un peu comme ce qu'on a l'habitude de faire avec du WordPress. Vous voyez qu'ici, c'est quoi? On a du glisser-déposer au lieu de coder manuellement. Vous voyez, le glisser-déposer, quelqu'un va dire, mais le no-code, c'est aussi du glisser-déposer. Non, mais la différence qu'avec le low-code, on peut ajouter et injecter du code en arrière-plan. On peut créer une application avec de l'IA directement sur Flutter Flow. Là, je ne suis pas connecté, mais dans la démo, si je vous montrais ce qui se passerait, c'est juste qu'avec un prompt, on aurait pu écrire carrément toute l'interface d'une application. Mais ça, je vais vous montrer tout à l'heure avec d'autres outils qu'on va passer à la phase prototypage. Voilà, pour le moment, quand je parle de no-code, de low-code, et maintenant le code, vous connaissez tous, et c'est où le bas blesse. Aujourd'hui, même le code, on peut l'automatiser avec l'IA. On va tester des outils tout à l'heure, mais si je vous parlais déjà du premier outil, on va tester par exemple Bolt. Vous voyez que si je prends Bolt pour un new, c'est un outil d'IA comme ça, et que je vais lui demander là une interface web pour la réservation, pour l'association, mettre adapt. Je vais mettre, voilà, j'ai écrit adapt, spécialisé dans la vulgarisation de la technologie en Afrique. J'ai dit juste un truc comme ça. Après, vous allez me rectifier. Vous allez voir qu'ici, juste à envoyer un petit prompt comme ça, il s'avère qu'en effet, Bolt va comprendre ma requête, il va essayer de me dire exactement qu'est-ce que tu dis, est-ce que tu veux vraiment faire ce que je vais te dire. Il dit, basé sur des recommandations que vous m'avez faites, vous voulez que je crée un site pour Adapt. Adapt est spécialisé en SAR et tout, voilà. Si ça t'intéresse, on se lance. Il dit, OK, bah, je n'ai même pas dit. Il a déjà lancé l'installation de NPM pour lancer tout ce qui sera configuration de package. On voit bien que là, il est déjà en train de parler de Tailwind. Il configure déjà quelque chose. Là, il est en train de lancer la page index.html. On voit bien qu'il est en train de pouvoir créer un dossier SRC dans lequel il va stocker la partie CSS. Il me met un favicon. Il est en train de update tout ça. Et tout ce que je peux voir, c'est ça. Vous voyez, il prend son temps, hein, mais je peux vous dire que tout ce qui est en train de se faire, vous aurez un résultat qui sera quand même acceptable. Alors, donc ça, c'est dans la logique du code. Et des outils comme ça, je peux vous en citer encore beaucoup.
Mais lorsqu'on veut parler d'un MVP, on commence parfois par la compréhension du besoin. Alors, donc je vais parler de nos codes, je vais parler du low-code, je vais parler du code, en attendant qu'il génère notre truc, et je parle maintenant d'IA. L'intelligence artificielle, c'est un sujet qui n'est pas juste un bad buzz. Je pense que beaucoup de gens n'ont même pas conscience de ce que l'IA peut faire aujourd'hui. Ce qu'on voit même sur Internet, je dirais même que c'est la face visible de l'iceberg. Déjà, pour mettre ça sur une parenthèse, l'IA, telle qu'on la connaît aujourd'hui, ce sont encore des modèles d'IA qu'on appelle des IA étroites. Ce sont des IA faibles. Et une IA faible, en fait, n'a qu'une tâche, une seule tâche. Un exemple, je lui ai demandé de me générer du code. Il ne peut pas appeler ma maman. Son rôle, c'est de générer du texte. Et ce texte a une logique de programmation. Donc, en gros, ce qu'il fait là, c'est étroit. Il ne peut pas faire autre tâche que ça. Voilà le site qu'il a généré pour nous en quelques secondes. Vous voyez que là, on voit qu'il a créé AppDapt. Il m'a fait un petit logo. Hein. Je n'ai même pas demandé de logo. Il a bien fait mon logo. Je peux cliquer ici si je veux visualiser le site en vrai. Donc, on va essayer. Là, il me dit qu'il faut que je connecte un projet pour aller. Mais je peux cliquer là. J'ai envie de visualiser. Voilà, c'est comme ça. Déjà, pour quelqu'un qui veut une page, je vais dire une page statique, ceci, ça aurait été son MVP si son contact marchait, hein, son produit minimum viable. Parce que de toute façon, il aurait besoin d'un site et on a créé une V0, même pas une V0, on a créé un truc sur lequel il peut tester. Et là, vous voyez que là, on a créé une page avec même des textes. Et ces textes, on peut commencer à les utiliser et à les remplir. Mais il faut connecter une base de données derrière pour faire fonctionner. Ici, j'ai le code source. Donc, ça veut dire que ce code source-là, il est disponible. Si je viens ici sur Export, soit je télécharge. Là, j'aurai tout, le code source, le projet. Ça veut dire que si je désire, on a bien que j'ai même un fichier Gitignore. Ça, c'est un exemple concret de comment est-ce qu'on peut utiliser ces technologies pour avancer. Donc, je vais vous montrer ici, je vous parlais de nos codes et je parle d'IA. Et maintenant, quand je parle d'IA, les outils, on en connaît énormément. Trois outils que je peux recommander. La base ChatGPT, c'est leur modèle d'affaires. Bah, de toute façon, si vous cherchez à avoir ChatGPT, ChatGPT est un outil hyper formidable qu'on a la version payante parce que sur les versions gratuites, on est limité avec les tokens. Je pense que pour ceux qui ne connaissent pas, les tokens, ce sont juste des fragments de mots. Et c'est l'ensemble de ces fragments de mots qui sont reconstitués pour créer ce qu'on appelle un champ vectoriel, qui vont être reconstitués dans le vecteur pour créer un contexte avec ce qu'on appelle les transformers. Et c'est grâce aux transformers qu'on peut reconstituer les contextes d'une phrase. Et il y a ce qu'on appelle les encodeurs et les décodeurs dans les transformers. Maintenant, il y a des modèles d'IA qui prennent des encodeurs et des IA qui sont plutôt dans les transformers, dans les décodeurs. Il y a certains qui mélangent les deux. Pour ceux qui veulent comprendre ce principe-là, il y a un document important qui s'appelle Attention is all you need, qui est le résultat d'une recherche de Google qui est parue autour de 2016-2017, bah, du moins entre 2015 et 2017, c'est mieux, et qui explique ça. Et voilà. Donc, ce qui veut dire que là, pour ma part, dans cette architecture-là, beaucoup de modèles d'IA tournent autour et c'est hyper important de savoir. Donc, moi, je recommande déjà ChatGPT pour ceux qui sont hyper intéressés, mais pas l'utilisation de ChatGPT gratuit, mais avec la version payante, vous pouvez avoir des modèles ici. Par exemple, là, quand on veut coder, il y a des modèles qui sont propres pour le codage, comme le 04 Mini Hike là. Et ce modèle-là, à une meilleure compréhension des bugs qu'on peut sortir. Par exemple, pour ceux qui vont commencer à utiliser des outils comme Bolt comme ça, il peut arriver que lorsqu'il finit de générer, il me donne un rapport, il me dit, là, j'ai créé un site Internet de l'association qui est spécialisé dans l'éducation en Afrique, blablabla. Je peux lui dire, bah, maintenant, j'aimerais que tu me crées peut-être un back-end où tu vas connecter un compte utilisateur ici. Et là, il va commencer à bugger parce qu'il va peut-être dire, bah, j'ai besoin d'une autorisation pour pouvoir écrire dans la base de données. Il faut connecter une base de données. Et là, on aura Supabase, par exemple. Pour ceux qui connaissent peut-être Supabase. Supabase, c'est ça. Il travaille avec ces outils-là qui sont des bases de données qui sont parfois déployés dans le cloud et qui facilitent, qui sont facilement connectables avec des outils comme Bolt. Ici, il a dit, il a connecté Supabase, il a créé un projet, il a set up les authentifications
Il a créé une base de données maintenant dans Supabase et le setup est fait. Tout ça, maintenant, il me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je te donne les accès pour que tu puisses continuer à travailler dans la base de données? Est-ce que tu m'autorisais à faire des choses? Je peux lui dire oui. Il a créé une table. Il a commencé à écrire. Il a même défini des rôles. Et puis tout ça, il est en train même de vouloir réfléchir comment créer une table étudiant pour ceux qui vont vouloir s'inscrire comme étudiants sur le site. Et vous voyez qu'ici, à la fin, il me dit, j'ai créé tout ça, il me fait toujours un rapport. Et même à la fin, il me dit qu'il a créé un système d'authentification. Pour le moment, ce que vous voyez là, on est encore à zéro. Donc, je n'ai même pas encore commencé à vous expliquer ce qu'on peut faire avec ces outils. Et là, c'était Bolt. Autre outil d'IA que je recommande, c'est Claude. Alors, il faut savoir qu'en effet, Claude, c'est un modèle d'IA, c'est un outil qui est développé par la société Anthropic. Imaginez un fichier, un bête fichier Excel où on a passé notre vie à faire des ventes. Ça, c'est ce que beaucoup de boîtes font au Cameroun, je sais. Il y a des gens qui ont Excel pour faire la comptabilité de leur entreprise. Alors, quel est le problème de ce modèle-là? C'est que si le fichier Excel se perd, se casse, les macros et tout, on est dans la merde. Alors, on peut créer une application vite fait qui va permettre de visualiser les données. Je vais prendre le cas de cette entreprise. Regardez très bien, ça c'est aussi un MVP pour pouvoir créer une application de visualisation de données de mes ventes. Ça, ce fichier que vous voyez là, imaginons cette entreprise qui fait des ventes et qui a 3 sites Internet. Un site qui s'appelle vente.com, vente.be, un site qui s'appelle Déco et qui a des totaux chaque mois. On voit qu'ils ont un fichier qui quitte de 2021 à 2025. Alors, ils savaient qu'en effet, depuis très longtemps, ce fichier est actualisé, il y a des erreurs, il y a tout. Mais ils ont besoin d'une application vite fait pour visualiser d'abord la donnée. Je parle plus de la visualisation. Alors, ils savaient que on appelle un développeur, est-ce que tu peux nous faire une application pour visualiser les données qu'on a dans un fichier Excel? Déjà, le développeur va dire, mais qui va disséquer ce fichier Excel pour que je puisse avoir une base de données peut-être relationnelle ou pas, qui va me permettre de pouvoir classer, je pense, plus relationnel. Donc, la solution, c'est ça. Je viens, je clique et on va l'exporter en fichier CSV. Donc ici, le fichier CSV va stocker l'information. Et ce que je vais faire, je vais me rendre sur Claude comme ça. Je vais glisser mon fichier CSV. Alors, ça c'est un. Je vais lui demander, utilise artefact. Alors, c'est quoi artefact? Artefact permet de pouvoir créer plus ou moins une application interactive qui va, du moins, c'est la partie de Claude qui va créer les applications. Disons comme ça. Utilise artefact et crée un tableau de bord complet. Alors, il faut savoir que pour bien prompter, il faut donner un rôle. Mais ici, je ne vais pas donner le rôle. Je peux le dire en tant que, je peux dire en tant que développeur data, par exemple. J'ai dit n'importe quoi. Crée une application, un tableau complet qui va visualiser les ventes de chaque mois avec des interactions et des animations, filtres et autres outils que tu juges nécessaires. Là, je donne même à l'IA la possibilité de le faire. Ici, vous allez me dire, mais pourquoi tu saisis, tu fais des fautes? Je vous ai parlé tout à l'heure de tokenisation. Lorsqu'on fait de la tokenisation, il y a de fortes chances que les fautes ne soient pas prises en compte. Ça sera peut-être un autre sujet, mais voilà. Je veux même lui donner une allure pour mon application. Je peux venir ici sur Dashboard, Dashboard Data, UI, juste pour voir les visualisations de données existantes. Je clique sur celui-là, ce dashboard me plaît, je copie, je le colle là aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il va s'inspirer de ce dashboard pour pouvoir me faire la visualisation et j'envoie. Alors, vous allez voir que pour un début, on utilise, il va créer un tableau de bord avec artefact et là, il importe quoi encore? React. Du coup, on est encore sur le même cas. On voit bien qu'il va utiliser du React, des charts, des lignes et tous les, je pense, sont des visualisations graphiques. Ici, il est en train d'extraire mon tableau. On voit bien qu'il essaie de créer une constante dans laquelle il va stocker tous les éléments de mon tableau dans des objets. Imaginez un fichier, un bête fichier Excel où on a passé notre vie et voilà le tableau de bord qui a été créé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance
Je peux sélectionner mon type de graphique. Je sélectionne un graphique en barre, voilà. Et regardez bien, ce que vous voyez là correspond exactement au fichier qui était là. Et ce tableau de bord que vous voyez là, j'ai même la répartition des ventes. Par exemple, on voit que le .com a plus vendu. Et là, j'ai des totaux. Ça veut dire que si j'actualise ce fichier qui est là tout le temps, bah, le propriétaire de la boutique aura juste ça. Et il peut exporter. Donc, ça, je termine et je clique sur publier. C'est-à-dire, quand c'est comme ça, je publie le lien. Et ce lien-là, copier, je peux le partager à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si je me rends sur un autre navigateur, je visualise ça. Voilà mon tableau de bord de vente qui est disponible en ligne. OK, on évolue. Donc, le résultat, c'est quoi? Des MVP plus intelligents, plus accessibles. Vous voyez que juste avec ça, c'est déjà un site que j'ai créé pour l'association. On n'a même pas fait 1 heure. J'ai aussi fait un tableau de bord. J'aurais pu utiliser la donnée du tableau de bord pour commencer à l'intégrer dans mon site. J'ai connecté une base de données. Donc, pour avancer, quelques exemples de produits qui ont fait des MVP. Dropbox, je pense que vous connaissez tous Dropbox. Airbnb. C'est quoi dans les étapes pour créer un MVP? Pour ma part, première chose, définir sa vision et ses objectifs, clarifier ce qu'on veut accomplir avec le produit. Première chose. Identifier dans les fonctionnalités clés essentielles qui vont plutôt apporter de la valeur au produit. Comprendre les besoins des utilisateurs. 3, il faut choisir les bons outils. Et à la fin, on a ce qu'on appelle le prototype. Je vais vous parler également de un petit outil. Les applications, les outils incontournables, je vous ai déjà cité quelques-uns. Je vous ai parlé de Webflow quand vous voulez faire du no-code. Je vous ai parlé de Framer, de Flutterflow quand on veut faire du drag and drop et tout. Flutterflow, c'était du low-code, par exemple. Les IA, je vous ai parlé d'OpenAI, c'est-à-dire de ChatGPT. Je ne vous ai pas parlé de Cursor. Cursor, c'est un IDE, un environnement de développement intégré. Moi, j'utilise Try. Try, c'est... Je vous parlais de Cursor, par exemple. Cursor, c'est ça. C'est cette IDE-là qui vous permet de coder, mais en utilisant l'IA. En fait, je ne sais pas si on se rend compte, c'est trop facile aujourd'hui. On part de zéro, on clone ce qui existe. On peut tout faire, quoi. On va se rendre sur notre DeepSeek là pour voir où il en est. Alors, je vois qu'il a fini HTML, donc voilà notre site. Je vais essayer de réduire la taille, comme ça on l'affiche en bonne et due forme. Voilà le site qui a été généré. Vous voyez ici, adapte nos formations, webinaires, tout. Voilà les webinaires, séminaires. Comme je disais tantôt, dans le chat ici, on a le code source. Donc, je peux copier ce code source. Et même si je sors de mon IDE, là, je m'en vais, je crée un nouveau fichier texte. Ici, là, je ne suis pas sur le bon IDE. Hein. Si je vais par VS Code, voilà, lui, il veut directement me faire générer du texte avec un CTRL-K. Bah, voilà, on va peut-être chercher un autre truc. Si je passe par VS Code, je colle le fichier et puis ça marche, quoi. Je vais vous parler d'un dernier outil qu'on appelle Lovable. Et Lovable, c'est un outil comme Bolt qui fait la même chose que Bolt et qui va vous aider à travailler. Ici, dans les GPT, là, si je veux créer, par exemple, un MVP d'une application, je veux prendre peut-être qui permet de faire des bons prompts. Je viens ici sur Lovable, je cherche ici dans les GPT, j'écris Lovable. Et dans Lovable, ce qu'on va trouver, c'est ça. Lovable Base Prompt, c'est quoi? Et c'est même quoi déjà Lovable? Alors, il faut savoir que Lovable, c'est un outil no-code qui fonctionne un peu comme plus ou moins Bolt. Et ça, c'est l'avenir. Parce que grâce à cet outil, on peut maintenant passer à un stade hyper supérieur. Je vais prendre peut-être le cas. Voilà ce que la communauté de Lovable conçoit actuellement. Vous allez voir qu'en fait, il y a des gens qui arrivent à faire des choses hyper poussées avec, par exemple, voilà, quelqu'un qui a créé un petit site pour la crypto. Je peux visualiser son projet. Ce site a été créé par une IA de A à Z sans pour autant avoir à coder. Ce que vous voyez là. Et ça, si ça me plaît, je peux remixer parce que j'ai la version payante, dont j'ai le droit de réutiliser les projets d'autres personnes. Et ça, si je sors de là, je peux même venir sur, voilà, lui, il avait fait un design, je ne sais pas, mais nous, on va créer un projet. Donc, je commence sur Lovable Base Prompt. Je vais lui dire, je souhaite créer, je vais mettre un site qui permet de rédiger des prompts efficaces pour ChatGPT. Non, pour les LLM. Je peux faire comme ça. Alors,
qu'est-ce qu'il va faire? Il va me donner l'idée, il va me dire, première question, est-ce que tu vises les développeurs, les copywriters? Je vais peut-être prendre, je vise peut-être les... je vais mettre les développeurs. Non, je veux un truc grand public, un truc qui va aider les gens. Les débutants qui découvrent les IA, par exemple. Parfait, tu veux donc un outil pour débutants, il va me poser les questions, génère automatiquement des prompts à partir d'un besoin, je veux écrire une newsletter, propose une bibliothèque, apprends autre chose, bah, je vais lui dire, vas-y, je veux pas discuter avec lui. Alors, je vais partir sur un mix. Voilà, il est en train de me créer le prompt avec la page d'accueil, etc. Ça, c'est juste pour montrer la position de Lovable. Et ce que je vais faire tout à l'heure, je vais vous montrer comment coupler Lovable avec un autre outil N8N pour... J'envoie mon prompt là-bas et j'envoie chez Lovable. Vous allez voir que Lovable, il est plus puissant. Regardez ce qu'il m'a fait. Il m'a fait des petites maquettes. Alors lui, voilà ce qu'il pense du site. Il dit qu'on veut créer un site qui s'appelle Prompt Master. Et regardez ce qui est bien top. Cette page, c'est une page de maquette, mais paf, j'ai le code source. Ça veut dire qu'en fait, je peux reproduire ça en HTML directement en copiant, en collant le code sur mon IDE en local. Ça veut dire que je peux aussi copier-coller toutes les maquettes qui ont été générées ici directement. Donc, je vais prendre peut-être celle-là, on clique, copier sur Figma, et je colle ça à l'extérieur de Figma. Donc, on voit bien qu'il va me créer un stitch design. Pendant ce temps, je regarde. Alors, ça, c'est ce qui arrive souvent. Vous voyez qu'ici, il va me dire, j'ai un problème. C'est parce qu'effectivement, il y a une erreur. Et c'est ce que je vous disais tantôt. Il me dit, on a trouvé une erreur et je ne sais pas comment faire. Et là, ici, dans l'erreur, il y a ça. On voit bien qu'il dit erreur identifiée expert. On voit peut-être qu'aussi, il y a une erreur. On voit bien qu'il y a un truc. OK, je vais lui demander d'essayer de fixer l'erreur parce qu'habituellement, il peut parfois résoudre l'erreur. On va essayer de le fixer. Vous pouvez quitter maintenant des maquettes existantes que vous connaissez là et les passer directement sur Builder, qui est l'outil où on peut exporter le design en code comme ça. Il va scanner tous les designs qui ont été copiés et on pourrait les retrouver sur Lovable, en fait. C'est un outil qui peut faire la connexion entre les deux, donc de Figma vers Lovable. Et en plus, il peut générer des design systems et même aller plus loin. Je peux même encore, à partir d'un site existant déjà, copier sur Figma et de Figma modifier et renvoyer sur Lovable. Je vais te chuter avec le dernier outil. Je me dois de vous montrer ça parce que c'est hyper important que vous compreniez Oh, la ça, partie c'est bon. C'est bon. back-end. Si je viens ici sur mon invite, je vais ouvrir un outil qu'on appelle N8N Start. C'est un outil d'automatisation que je vous ai dit tout à l'heure qui permettait de faire des webhooks. Bah, avec un webhook, on peut interagir avec un front-end. Ça veut dire que vous imaginez bien que si je créais un site avec Lovable comme ça et que je demandais à Lovable de me faire une page avec le webhook qu'il faut, je peux utiliser ce back-end qui est cet outil qu'on appelle N8N qui tourne en local, qui me génère des workflows. Aller encore plus, qu'est-ce que je vais ajouter? Alors, c'était la fin. Hein. Lorsqu'on va utiliser des outils comme Figma avec des IA, on peut faire du back-end avec N8N et faire du back-end avec N8N, c'est hyper important parce que ça permet aussi de comprendre quel type d'application on peut connecter ensemble pour que ça évolue. Alors, c'est quoi les avantages d'avoir des MVP? Comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est automatisé énormément, presque à 80%, et on peut gagner énormément de temps avec. Qu'est-ce que je donne comme conseil avec tout ce que je vous ai donné? Simplifier. Il ne faut pas toujours chercher à utiliser les meilleurs outils, chercher des outils qui ont du sens pour vos projets, impliquer des utilisateurs et tout le temps itérer. Si je continue, je ne vais pas m'arrêter. Donc, merci pour l'attention.